Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition du journal en français. On regarde tout de suite les titres. Le Liban menacé d'effondrement, c'est l'avertissement lancé par Tamam Salam à New York. Le Premier ministre libanais urge la communauté internationale de prendre des mesures pour le retour des réfugiés syriens. L'armée syrienne nie avoir visé un convoi humanitaire hier dans la province d'Alep. Au moins 20 civils ont été tués dans ce raid aérien dont Moscou dément également être à l'origine. Ils sont aujourd'hui la principale force d'opposition en Jordanie. Les frères musulmans pourraient marquer leur retour au Parlement. 4 millions d'électeurs sont aujourd'hui appelés aux urnes dans le pays. Le Liban est menacé d'effondrement. C'est l'avertissement lancé par Tamam Salam à New York. À l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU, le Premier ministre libanais a lancé un énième appel en direction de la communauté internationale. Le récit de Zahra Boutlélis. Le Liban est menacé d'effondrement. Les mots du Premier ministre libanais sont durs, mais ils expriment une réalité devenue aujourd'hui intenable. Officiellement, le pays du Cèdre a accueilli plus d'1 million de Syriens, soit l'équivalent d'un quart de sa population. Mon pays est en grave danger. Ce que les Libanais ont fait en accueillant 1,5 million de réfugiés et en dépensant près de 15 milliards de dollars pour la population syrienne déplacée est sans précédent pour un pays de 4 millions d'habitants. En 5 ans, la situation économique des réfugiés s'est considérablement détériorée. Pour cette population, obtenir un permis de travail ou ouvrir un compte bancaire relève quasiment de l'impossible. Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, plus de 70% vivent actuellement en dessous du seuil de pauvreté fixé à 4 $ par jour au Liban. À quoi ressemble donc l'avenir de ces réfugiés? Le retour vers leur pays est la solution plébiscitée par les autorités libanaises. Nous ne voulons plus de grandes déclarations, nous voulons un projet. Et ce projet doit se traduire par un plan de retour des réfugiés syriens dans leur pays, afin que le Liban reste libanais et la Syrie aux Syriens. Retour des réfugiés en Syrie dans les 3 mois, plus d'implication des autres pays et financement régional de l'aide humanitaire, telles sont les exigences de Tamam Salam à New York. Le chef du gouvernement entend profiter d'une série de rencontres bilatérales prévues en marge de l'Assemblée générale pour appuyer les demandes du Liban. Hier, la délégation libanaise s'est entretenue avec le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboulraït et la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini. Tamam Salam, mon pays est en grave danger. François Hollande et mercredi, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. En marge de ce sommet, Tamam Salam a aussi rencontré le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. L'occasion pour le chef du gouvernement d'exprimer son soutien à la cause palestinienne et pour son interlocuteur de s'aligner sur les positions du gouvernement libanais. Les Palestiniens sont, je cite, des hôtes temporaires. Nous ne permettrons aucune action pouvant porter atteinte à la sécurité du pays par le biais des Palestiniens, a déclaré Mahmoud Abbas. Et puis à New York, les 193 pays membres de l'ONU ont approuvé une déclaration politique sur le respect des droits des réfugiés et des migrants. Elle restait toutefois floue et peu contraignante. Émilie Kaminski. Je déclare ouverte la séance plénière de l'Assemblée générale pour trouver une réponse à la crise des réfugiés et des migrants. Améliorer le sort de millions de réfugiés, c'est la promesse des 193 pays de l'ONU. Une déclaration d'intention adoptée à New York pour tenter de résoudre la plus grave crise migratoire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Objectif, offrir une meilleure protection des droits des migrants et apporter une plus grande aide aux pays d'accueil. Avec en toile de fond, la guerre en Syrie qui a forcé 4 millions de personnes à l'exil. Nous travaillons depuis des années sur la question des réfugiés, par le biais d'actions humanitaires sur le court terme principalement. Mais quand la situation des réfugiés s'inscrit dans la durée, comme pour le conflit syrien, cette réponse n'est plus adaptée. Et je pense qu'avec la Syrie et l'arrivée des migrants en Europe, il y a eu une prise de conscience que les choses doivent changer. Pour les 65 millions de personnes déplacées dans le monde, il y a urgence. Mais face à l'ampleur de la crise, activistes et ONG dénoncent le manque d'ambition et d'objectifs chiffrés de la part de l'ONU.
Mardi, ce sera au tour de Barack Obama d'aborder la crise migratoire. Il a invité une quarantaine de pays donateurs qui devraient s'engager à accueillir plus de réfugiés et à renforcer leur soutien aux pays d'accueil. Aujourd'hui, plus de la moitié des réfugiés sont accueillis par seulement 8 pays, dont le Liban, la Jordanie, la Turquie et l'Iran. Ce mardi à New York, c'est surtout la Syrie qui devrait dominer les discussions en marge de l'Assemblée de l'ONU. La Syrie, où l'armée du régime a démenti avoir visé un convoi humanitaire dans la province d'Alep. Quelques heures après la fin de la trêve, 18 camions de l'ONU et du Croissant Rouge ont été hier la cible d'un raid aérien. Au moins 20 civils ont été tués. Il devait acheminer une aide précieuse aux populations des villes assiégées de la province d'Alep. Le convoi humanitaire du Croissant Rouge n'atteindra finalement jamais sa destination. Selon les Nations Unies, au moins 18 camions chargés de nourriture, de médicaments et de matériel ont été la cible d'un raid aérien meurtrier lundi soir. Il faisait partie d'un convoi plus large de 31 véhicules, censés venir en aide à près de 78 000 Syriens. Des employés du Croissant Rouge et des chauffeurs de camions sont morts dans l'attaque. C'est rempli de couvertures envoyées par l'agence de l'ONU pour les réfugiés. Là, ce sont des couches données par les Nations Unies au Croissant Rouge. Elles devaient être distribuées aux personnes déplacées et à celles qui sont dans le besoin. Ce raid aérien intervient seulement quelques heures après l'annonce de la fin de la trêve par l'armée du régime syrien. Un cessez-le-feu négocié par les Américains et les Russes qui n'aura finalement duré qu'une semaine. Le ton était déjà monté ce week-end, Damas accusant Washington d'agression flagrante après le raid aérien qui a causé la mort de 90 soldats syriens à Deir ez-Zor. L'armée américaine a plaidé l'erreur de tir et s'est défendue en assurant qu'elle visait en réalité les positions des djihadistes du groupe État islamique. L'attaque de ce convoi humanitaire a été condamnée par le ministre français des Affaires étrangères. On écoute tout de suite Jean-Marc Ayrault au micro de France 24. Nous, il n'y a aucun doute, le régime de Bachar el-Assad porte l'essentiel des responsabilités de ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas nouveau, malheureusement. C'est la tragédie syrienne. Aujourd'hui, c'est Alep qui est menacé et ses habitants. L'aide humanitaire n'arrive plus et les bombardements continuent. Mais qui peut bombarder, sinon le régime? Il y a eu un accord russo-américain qui est fragile, de créer les conditions d'une trêve. Aujourd'hui, on sait que cette trêve n'est pas effective. Mais nous voulons donner toute sa chance à cette trêve, mais même si la porte est étroite. Non loin de la Syrie, les forces de sécurité irakiennes ont lancé ce mardi avec le soutien de milices chiites une opération destinée à reprendre Al-Ui, une localité clé pour l'offensive contre Mossoul, dernière grande ville d'Irak aux mains des djihadistes sunnites. Située à 260 km au nord-ouest de Bagdad, Sharqaq est à environ 80 km au sud de Mossoul. Les forces irakiennes ont déjà reconquis plusieurs localités au nord de cette ville en préparation de l'offensive de la capitale irakienne de l'État islamique. Mais l'implication des milices chiites dans ces opérations a ralenti leur progression. Les autorités craignent de se mettre à dos la population de la région majoritairement sunnite. Grève générale à Ain el-Helloué. Les habitants du camp palestinien sont restés chez eux au lendemain de l'assassinat de Simon Ta. Ils entendent ainsi protester contre tous les actes meurtriers perpétrés dans la ville. Une enquête a été ouverte. De son côté, la famille de la victime a publié un communiqué pour dénoncer les actes criminels récurrents dans le camp palestinien. Un Libanais résidant aux États-Unis et arrêté à Téhéran a été condamné à 10 ans de prison. Il écope aussi d'une amende de plusieurs millions de dollars, 4,2 selon l'agence AP. Nizar Saka clame son innocence. Il est soupçonné d'avoir des liens étroits avec la communauté militaire et du renseignement des États-Unis. Selon Jason Plobity, son avocat, ce verdict prouve que le régime iranien prend pour cible les Américains afin d'obtenir des concessions de la part des États-Unis. Il est suspecté d'avoir posé des bombes artisanales à New York et dans le New Jersey. Un Américain d'origine afghane a été arrêté à Linden. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants.
Après une accalmie de plusieurs semaines, les attaques au couteau ont repris en Cisjordanie. Un Palestinien a été abattu par l'armée israélienne. Il avait tenté de poignarder un soldat à un checkpoint à l'entrée du village de Bani Naïm, non loin de Hébron. Les forces israéliennes ont riposté en ouvrant le feu. Il s'agit de la 9e attaque du genre depuis vendredi. En un an, ce type d'agression a coûté la vie à 230 Palestiniens et 34 Israéliens. On vote ce mardi en Jordanie. Ce scrutin parlementaire pourrait marquer un retour des frères musulmans. Les frères musulmans qui constituent aujourd'hui la principale force d'opposition dans le royaume. Cécile Galuccio. Cette femme est l'une des premières à voter. Les bureaux sont ouverts depuis quelques minutes, mais il n'y a pas foule. Il s'agit de renouveler les 130 députés du Parlement, mais de nombreux Jordaniens disent avoir perdu confiance dans le processus électoral. Je ne sais pas si tout va être respecté et la façon dont le vote va se dérouler. Mais bon, je vais voter quand même. Si Dieu le veut, la nouvelle loi électorale servira bien la population et le royaume. En Jordanie, beaucoup d'électeurs votent d'abord pour soutenir un membre de leur tribu ou de leur famille. Les fraudes et le clientélisme marquent aussi les scrutins. Alors pour cette élection, plus de 14 000 observateurs locaux et internationaux sont présents. Dans les centres de dépouillement, 5 000 caméras ont aussi été installées. La Jordanie est sur la voie de la réforme politique. Certains disent que nous avançons lentement, d'autres disent que nous allons vite, mais nous allons de l'avant. Et si Dieu le veut, nous allons prouver à la population que ces élections peuvent être honnêtes et impartiales. Une transparence qui a profité aux frères musulmans. Après avoir boycotté les précédentes élections, ils signent leur grand retour en présentant 120 candidats. Selon les dernières estimations, ils pourraient obtenir une vingtaine de sièges. Je pense que le Front d'action islamique ne va pas énormément peser dans la balance. Leur participation est décorative, ils ne seront pas en mesure d'influencer le processus de prise de décision. Pas moins de 1252 candidats sont en lice sur les 226 listes. Mais le Parlement jouit d'un pouvoir limité. Les hommes d'affaires et les responsables de tribus fidèles à la monarchie devraient sortir gagnants, une fois de plus. De nouvelles violences meurtrières à Kinshasa. Les sièges de partis d'opposition ont été incendiés. Hier déjà, des affrontements meurtriers sont survenus lors de rassemblements anti-Kabila. L'opposition avait appelé à manifester pour exiger le départ du président à l'issue de son mandat le 20 décembre. Le bilan est de 17 morts selon le pouvoir, de plus de 50 pour le rassemblement, un parti d'opposants. Il est suspecté d'avoir posé des bombes artisanales à New York et dans le New Jersey. Un Américain d'origine afghane a été arrêté à Linden. À ce stade de l'enquête, le FBI dit ne disposer d'aucune information sur une cellule terroriste opérationnelle. Sa cavale aura duré moins de 24 heures. Menottes au poignet et visiblement blessé au bras, Ahmad Khan Rahami est emmené en ambulance vers l'hôpital. Il vient d'être arrêté à Linden, dans le New Jersey. Âgé de 28 ans, il est suspecté d'être l'auteur de l'explosion qui a frappé le quartier de Chelsea à Manhattan, mais également celle de Seaside Park dans le New Jersey. 2 policiers ont été blessés en l'arrêtant. Grâce à la collecte de preuves et d'autres analyses, des recherches et des interrogatoires nous ont conduits à 2 résidences, l'une à Elizabeth et l'autre à Perth Amboy, dans le New Jersey. L'enquête a donc rapidement avancé. Quelques heures auparavant, le FBI perquisitionnait, d'abord dans ce restaurant, puis au 2e étage d'un bâtiment dans un appartement. Des choix payants puisqu'ils conduiront à l'arrestation de Rahami. Pourtant, selon le maire de New York, la vigilance reste de mise. Nous avons toutes les raisons de croire qu'il s'agit d'un acte terroriste. De plus, je veux ajouter, car l'enquête est toujours en cours, que les New-Yorkais doivent rester vigilants. Vous pouvez à tout moment entendre une conversation ou voir quelque chose qui peut aider la police, le FBI et tous nos partenaires. Le travail d'investigation ne fait donc que commencer. Ahmad Khan Rahami a-t-il agi seul ou faisait-il partie d'une organisation plus vaste? Est-il celui qui a fabriqué les engins explosifs? C'est à ces questions que devront répondre les enquêteurs.
En l'espace d'un week-end, l'Est des États-Unis est retombé dans la crainte d'attentats, de quoi donner du grain à moudre aux candidats à la présidentielle. Donald Trump et Hillary Clinton ont commenté, chacun à leur manière, les attaques de ces derniers jours. Ces attaques et beaucoup d'autres ont été rendues possibles grâce à notre système d'immigration très ouvert qui ne permet pas de contrôler les individus et les familles qui viennent dans notre pays. Nous savons que les discours de Donald Trump ont été utilisés par les terroristes, et notamment par le groupe État islamique, parce qu'il cherche à en faire une guerre contre l'islam. Je suis la seule candidate dans cette course à avoir participé aux décisions difficiles qui ont été prises pour éliminer les terroristes sur le terrain. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le Liban est menacé d'effondrement, c'est l'avertissement lancé par Tamam Salam à New York. Le Premier ministre libanais urge la communauté internationale de prendre des mesures pour le retour des réfugiés syriens. L'armée syrienne nie avoir visé un convoi humanitaire hier dans la province d'Alep. Au moins 20 civils ont été tués dans ce raid aérien, dont Moscou dément également être à l'origine. Ils sont aujourd'hui la principale force d'opposition en Jordanie. Les frères musulmans pourraient marquer leur retour au Parlement. 4 millions d'électeurs sont aujourd'hui appelés aux urnes dans le pays. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Très bonne soirée.